Bonjour, je vais vous parler de la checklist sémiologique avant rhinoplastie. C'est pour trouver un outil pratique au quotidien et ne pas méconnaître certaines déformations que l'on a ignorées parfois au cours d'une première intervention et qui mènent à l'échec fonctionnel, par exemple, d'une septoplastie. Donc tout ce travail a été fait en commun avec le professeur Dizan qui n'a pas pu être présent aujourd'hui pour notre présentation. Et donc cette checklist sémiologique va se concentrer sur un organe très complexe anatomiquement où il existe de nombreux tissus qui sont donc en lien ensemble dans une sorte de formation 3D pyramidale. Et ça va permettre de planifier de manière précise la chirurgie à prévoir. L'objectif est de bien déceler toutes les déformations, ne pas méconnaître donc certaines parties qui sont à conséquences fonctionnelles importantes. Bien voir l'impact esthétique aussi, parce qu'on ne peut pas tout faire dans un nez. Il faut bien prévenir et communiquer avec votre patient. Et puis faciliter la planification chirurgicale, tout simplement la durée par exemple d'un geste chirurgical nasal. Donc pour démarrer votre examen clinique, c'est à l'instant où vous dites bonjour à votre patient en salle d'attente. Vous commencez déjà à observer son visage, l'harmonie des 3 étages et aussi est-ce qu'il est respirateur buccal ou nasal. Bien sûr après l'anamnèse classique, l'interrogatoire, les antécédents traumatiques. Et aussi ne pas oublier de bien préciser s'il y a eu des gestes chirurgicaux. Attention au piège par exemple d'une chirurgie sinusienne qui a aussi inclus un geste de la cloison nasale mais que le patient parfois a ignoré. C'est assez fréquent. Donc du coup, on n'a pas le même potentiel de prise de greffon quand une septoplastie a été faite dans une première intervention. Et ne pas oublier de regarder bien sûr les différents étages du nez, la pyramide nasale, la suprapointe, la pointe. La position de la pointe, une pointe tombante ou une pointe déformée va présenter beaucoup de conséquences fonctionnelles, il faut bien s'en occuper. Et surtout, tout de suite faire la part des choses entre un nez dévié harmonieux ou un nez qui est non harmonieux. Un exemple de déformation harmonieuse avec donc une déviation vers la gauche globale ou après intervention nasale seule où la patiente n'était pas demandeuse d'autres gestes, on met un peu l'accent sur d'autres asymétries qu'on voyait déjà à la première mais qu'on voit plus à la deuxième, après la deuxième évaluation. Donc pour l'instant, elle ne désire pas d'autres gestes, mais on pourrait discuter longtemps des techniques faciales. D'autres formes de déformation. Ici, on a l'impression d'une déformation globale vers la droite, mais si on compartimente l'analyse, on voit bien que les os propres du nez sont à leur place et que c'est une déformation complexe de la pointe et de la cloison nasale. Un peu un cas similaire où le patient a surtout bénéficié d'une voie externe aussi et de ce qu'on appelle une technique de la maquette créée par le professeur Dizan. Le même problème avec une déviation du côté gauche. Alors, je vous conseille vraiment de prendre l'habitude de palper le nez de votre patient. Vous avez quasiment un échographe au bout des doigts. Vous allez pouvoir détecter toutes les formes nécessaires et les déformations sous-jacentes. Vous pouvez mettre un examen systématique de haut vers le bas ou de bas vers le haut, comme vous le désirez. Et surtout, rechercher la déformation du cartilage septal et la mobilisation éventuelle du cartilage dans la pointe. Est-ce que la pointe est déshabitée? Est-ce que le cartilage est luxé? Est-ce qu'il est mobilisable? Est-ce qu'il a une bonne tension? Est-ce qu'il va avoir de la résistance mécanique? Et la douleur à la palpation du nez est importante aussi. Il faut bien penser à chercher cette douleur, souvent donc signe de rhinite chronique. Voilà, par exemple, on passe en revue la palpation du nez donc de haut vers le bas. L'examen endonasal, indispensable. Je vous rappelle juste tout ce que vous connaissez. Ce qui est important, c'est de vérifier le rebord de l'orifice piriforme. Nous ne pensons pas assez souvent à le traiter. Ça peut se détecter sur un scanner, ça peut se détecter aussi en examen clinique. Bien regarder la face interne des cartilages alaires qui peuvent être déjà obstructives.
obstructif et évaluer l'angle septotriangulaire, rechercher l'hypertrophie des cornées, le concha bullosa, et malheureusement toujours l'arrière-pensée d'une tumeur maligne. Ici un cas d'un patient que j'ai opéré la semaine dernière, dont la déformation est assez importante. Si vous regardez dans cette image, on a donc avec une optique endonasale, je vous ai fait des captures d'écran. On a vraiment le tableau du corps étranger intranarinaire à droite, avec une cloison donc post-traumatique. Et si vous regardez, ici nous sommes dans la fosse nasale gauche, c'est le bord caudal du triangulaire qui vient complètement obstruer le passage de ce côté-là. On a la même chose de l'autre côté, avec une vue endoscopique qui est un peu plus compliquée à mettre en évidence. Je vais vous montrer sur la vidéo, parce qu'il y a bien sûr cette déformation qui nous gêne un peu. Donc voilà, pour la vue endoscopique. Côté droit, donc, nous avons la cloison luxée, puis nous allons un peu plus loin, on vérifie bien toute la fosse nasale. Là, c'était juste pour vous montrer ce bord caudal du cartilage triangulaire, pas d'hypertrophie du cornet. Je vous conseille vraiment de toucher le moins possible le cornet inférieur et de ne pas arriver à une désafférentation ou des troubles proprioceptifs du nez. Et on retrouve aussi la même chose, la cloison à gauche de l'image et le triangulaire obstructif et l'angle fermé de la valve interne. L'évaluation fonctionnelle est maintenant vraiment statique et dynamique. On cherche aussi le collapsus alaire, des triangulaires, valves. Donc on parle de valve dynamique ou statique. Le test de Kottel se fait de deux façons, soit en écartant la joue, soit en mettant un petit écouvillon pour écarter. La manœuvre de Beckman, ça consiste à mettre un petit coton, par exemple, dans l'angle septotriangulaire, voir si le patient gagne en sensation fonctionnelle. Et puis la rhinomanométrie que vous connaissez, le score nose. Là, je ne reviens pas. Voici quelques cas où, en dynamique, relâchez, inspirez à nouveau, refaites-le. Voilà, c'est ça. Ça marche, merci. Donc voilà. On a un collapsus un peu plus discret là. Pour ce monsieur, il existe la narine qui a tendance donc à faire une valve externe. Pour cette dame, nous avons une valve dynamique bilatérale. Et pour cette dame, vous voyez, c'est vraiment un collapsus global. Voilà. Relâchez, inspirez à nouveau, refaites-le. L'analyse esthétique de la face se fait en 3D. Et deux faces de profil, en 2-3 quarts. On nous voit majoritairement de 3 quarts dans la vie de tous les jours. Et en dynamique et statique. Donc on a vraiment des 3 quarts très différents d'un côté et de l'autre. On retrouve aussi donc une obstruction nasale. Pour la photo, cette dame avait la bouche fermée, mais on voit un petit scléral chaud et aussi un défaut de soutien au niveau du massif malaire qui fait partie du problème. Alors, on va classifier les déformations, trouver les objectifs chirurgicaux et communiquer parfaitement avec le patient pour bien lui expliquer ce qui est possible, ce qu'il peut avoir et qu'on mette bien les limites des attentes en place et que votre patient ne soit pas déçu. Donc cette dame que je vous ai montrée a bénéficié d'une voie externe avec la technique de la maquette, avec donc dépose, rotation de 180 degrés du septum, dépose du septum, rotation de 180 degrés, confection de spreader inclus dans ce greffon qu'on va remettre en place et des greffons modelants pour venir fermer la suprapointe. Et vous voyez que l'axe cutané antérieur était très dévié et une fois que l'axe a été retrouvé, on est dans une situation normale. Voilà le jour de l'ablation du plâtre, quelques semaines après, et la rançon cicatricielle de la voie externe qui est vraiment très acceptable par rapport au gain. Et donc cette dame est vraiment transformée, on a l'impression qu'elle a rajeuni de 15 ans. Le scléral chaud commence déjà à ne plus être visible
et le nez reste harmonieux, droit et fonctionnel. Est-ce que vous connaissez Dr Victor? Dr Victor est un rhinoplasticien, donc on va faire sa connaissance et il vous propose de mettre en place sa checklist. Alors, est-ce que c'est lui? Non, c'est pas lui. Ah, c'est peut-être celui-là. On verra si c'est celui-là, Dr Victor. Donc, si on fait la synthèse des déformations, on va faire d'une manière un peu systématique et chaque item va recouper un peu les autres structures. C'est normal. C'est pour être systématique, ne pas oublier et revenir s'il faut. Donc, très souvent, en termes d'échec fonctionnel après une première septoplastie ou dans la planification, je vous conseille de penser d'abord à la valve interne en premier. Pensez à l'orifice piriforme en deuxième parce qu'on l'oublie très facilement. Le septum, bien sûr, vous allez y penser. Les triangulaires et la suprapointe, on peut retrouver des encelures. Il y a deux sortes d'encelures, on en parle. La valve externe est la fermeture de l'entrée du nez par l'association de plusieurs structures. La pyramide nasale, vous allez y penser, et surtout l'endoscopie des fosses nasales. Donc c'est pour ça, je vous ai marqué Cohen, fosse nasale, et bien sûr en dernier, cornée inférieure. Je l'ai mis en dernier pour que vous puissiez penser à les toucher, à les retoucher. Très souvent, il suffit de faire des gestes très peu invasifs. Donc si on fait l'abréviation de chaque... si on fait l'abréviation de chaque item, nous nous retrouvons avec VOST, VP, CH, CI. VOST, VP, CH, CI, c'est ce que j'utilise actuellement parce que finalement c'est rapide. Mais si vous voulez, pour l'apprentissage de ce moyen mémotechnique, on peut faire une phrase, ce qui est assez facile aussi. Donc ça peut se transformer en Victor, le fameux rhinoplasticien donc. Victor observe souvent tout, bravo. Donc Victor observe souvent tout, vérifiant précisément, précision chirurgicale, chaque cicatrice, toujours dans l'arrière-pensée d'une reprise chirurgicale par exemple, une rhinoseptoplastie secondaire. Donc Victor observe souvent tout, vérifiant précisément chaque cicatrice. Et on va passer en revue. Donc là, travail anatomique concernant le cartilage triangulaire, dont la tâche est complexe. Donc en avant sur le septum nasal, en arrière sur le massif facial osseux et l'articulation avec le cartilage alaire. La valve interne, donc c'était la première ligne, Victor. On utilise beaucoup de techniques différentes. Elles sont très souvent très efficaces. Le spreadergraphe en premier, facile à mettre en place. Le spreader flap par voie externe, le retournement, donc section et retournement de l'angle lui-même est suturé. Comme disait Converse aussi, on peut tout simplement mettre sous tension, très intéressant cette technique ancienne qui a été un peu oubliée, se mettre sous tension le dôme, donc sectionner le dôme et reconstruire le dôme. Le butterfly graft pour les déformations importantes, les collapsus importants. Ne pas oublier de bien regarder ce que je vous propose, donc je vais reprendre. Il existe donc la technique de suture du triangulaire sur l'orifice piriforme que je vous décris plus tard, et puis toutes les techniques dérivées de la médecine esthétique pour l'injection de comblement dans l'angle septotriangulaire. Nous pouvons aussi parler des implants et la technique de la maquette que je vous montre en bas à droite inclut le spreadergraph. Voilà résumé les différentes possibilités, les comblements injectés au niveau de l'angle septotriangulaire. Ici, la technique de suture sur l'orifice piriforme, le butterfly qui peut présenter différentes formes, le spreadergraph, puissant outil, facile à mettre en place, et la rhinoseptoplastie réparatrice type maquette. Voilà, l'objectif c'était de combler cet angle-là avec les produits de comblement. Le greffon butterfly, c'est des cas où le patient en inspiration a une valve dynamique importante sur des nez où le cartilage va résister, va pas pouvoir être suffisamment compliant. Vous prenez un greffon du septum pour pouvoir le greffer là. Là, je l'ai fait par voie dissimulée, donc les photos ne sont pas forcément exsangues et il faut bien penser à faire le nid pour l'épaisseur que rajoute
le fameux butterfly. Il est suturé en endonasal. Et là, il est en inspiration forcée pré-op, il est en inspiration forcée post-op et pas de déformation, pas de couche rajoutée au niveau de la suprapointe parce que j'ai prévu de réduire un peu la hauteur. Alors voilà, je vous conseille d'aller voir cette publication qui date de 2012. C'est l'équipe de Dr Weber qui le décrit. Et vous voyez que c'est une approche endonasale du rebord latéral de l'orifice piriforme, où il réalise avec des forets très fins des trous pour pouvoir suturer le triangulaire, avec du résorbable lent. Il fait des points transmuqueux, ça fait plusieurs années que j'utilise cette technique. Les points transmuqueux peuvent présenter une mini-infection, une porte d'entrée bien sûr, qui se traite sans problème. Donc je vous conseille de mon côté de prendre un résorbable lent que vous allez enfouir le plus possible sous la muqueuse. N'oubliez pas l'orifice piriforme, c'est la deuxième partie de notre phrase. Le rechercher, le palper, faire un scanner 3D et vous pouvez faire très facilement un alésage de l'orifice piriforme sur la partie donc inférieure et latérale. Soit par voie endonasale, vous faites une incision contralatérale vestibulaire du côté gauche si vous avez attaqué la rhinoplastie par la droite, soit vous avez fait une voie bilatérale, transcolumellaire, et aussi la voie sous-labiale qui a été démocratisée par Kazandjian pour ses ostéotomies dans les années 40-50. Le septum, vous êtes tous des experts. Juste vous rappeler que la maquette consiste à prélever 2 spreadergraphes, un greffon modelant du dorsum, qui n'est pas obligatoire, avec ou sans greffon modelant, et vous allez pouvoir retrouver cet axe important du nez en retournant de 180 degrés, parce que la partie postérieure est souvent moins déformée au niveau de la cloison. N'oubliez pas le pied de cloison à réduire. Pensez à amarrer votre septum en avant sur l'épine nasale antérieure et utilisez le strode columellaire. C'est l'occasion aussi de vous annoncer une future publication en janvier ou février concernant un nouveau greffon du septum que nous avons décrit. Les triangulaires sont importantes. Les encelures peuvent être soit cartilagineuses avec une perte de substance cartilagineuse, donc ça c'est vraiment la plupart des cas, soit il peut y avoir aussi malheureusement une atrophie cutanée et sous-cutanée. Le bec de Corbin, c'est un peu le même problème dans l'autre sens. Ça peut être d'origine aussi cartilagineuse ou du tissu cicatriciel en trop. Alors la valve externe est complexe, elle est formée du cartilage alaire, du septum lui-même, n'oubliez pas que le septum participe à la valve externe, l'orifice piriforme à ne pas oublier, et la tête du cornet inférieur à bien examiner. Il suffit parfois juste de libérer les cartilages alaires pour que la forme soit reprise et la situation sous tension disparaisse. On peut faire des rapprochements des parties mésiales. On peut faire des sections reconstruction, on peut aussi proposer Alar Button Graft, technique puissante qui va rigidifier la narine et surtout épaissir un petit peu la narine. N'oubliez pas la description du greffon en lisse de Dr Pellet. N'oubliez pas N'oubliez pas la description du greffon du Dr Pellet publié dans les années 50. Voilà le Alar Button Graft qui se met soit en dehors, soit en dedans du cartilage alaire. Je vous conseille de le faire en dedans pour ne pas avoir de déformation visible et il y aura assez de place pour respirer. Les pyramides nasales peuvent être explorées par scanner avec reconstruction 3D. Évaluer si elle est déviée avant de vous lancer à faire des ostéotomies systématiques parce que malgré tout, vous allez faire un toit ouvert, un syndrome de toit ouvert, et la dysfonction nasale peut s'installer après. Donc voilà le cas dont on a parlé. Cette dame donc, a une déformation complexe avec une asymétrie des narines. Donc endoscopie
s'il vous plaît, endoscopie des fosses nasales, la nasofibroscopie des 2 fosses nasales. Je sais que ça paraît curieux que je sois obligé de le répéter. Et aussi, vous pouvez vous aider d'une anesthésie locale. Vous attendez que le produit agisse pour que l'examen endoscopique se fasse dans de meilleures conditions. Et pensez à l'utilisation de vasoconstricteurs qui va permettre aussi de vous montrer avant, après, le potentiel fonctionnel que vous pouvez gagner sur la muqueuse nasale. Le cornet inférieur, donc on devrait ne plus jamais voir de nez vide. Faire des turbinoplasties ciblées, bien regarder sur le scanner, les radiofréquences, d'autres techniques d'évidement du tissu ou de retouche du squelette du cornet, un exemple de radiofréquence, et les différentes techniques très connues maintenant et éprouvées. En conclusion, donc, je vous propose vraiment d'avoir une évaluation complète dans un temps assez court et d'une manière systématique pour planifier et personnaliser vos rhinoplasties, vos rhinocéptoplasties, et instaurer une très bonne communication avec le patient et expliquer-lui les objectifs atteignables pour qu'il n'y ait pas de déception en post-opératoire. Je vous remercie et Victor vous remercie pour votre attention.